Tout empire périra. Parler d'empire aujourd'hui évoque sans doute en premier lieu dans l'inconscient collectif des Français l'empire américain à visée hégémonique, ou plutôt l'empire états-unien. Mais plus en arrière, tous les empires qui ont existé avant, comme l'empire romain évidemment, qui touchent au plus près les anciens Gaulois que nous sommes, devenus gallo-romains puis français. Mais pas seulement. Car il se pourrait bien qu'il exista, aujourd'hui même, un autre empire qui avance masqué sous le nom d'une organisation supranationale dirigée par une impératrice que tout le monde connaît aujourd'hui, qui porte le doux et charmant prénom d'Ursula, tiré du latin ursa, qui signifie ours, dont on nous dit qu'il symbolise la force, le courage, la protection, la détermination, le leadership, le sacrifice, la ténacité et la vertu. Voilà. Cherchez l'intrus. Tout empire périra. Cette phrase, François Asselineau la prononce dans sa conférence sur l'histoire de France. Et elle résonne comme un avertissement, mais aussi comme une clé de compréhension. C'est à partir de cette idée forte que j'ai eu envie de proposer cette émission. Pas pour vous convaincre, pas pour vous enrôler, mais pour vous donner le goût et l'envie d'aller voir cette conférence exceptionnelle en entier. Vous trouverez le lien dans la description. Elle dure 3h15, ok, mais croyez-moi, elle vaut largement que vous investissiez un peu de votre temps. Je l'ai vue une première fois, puis une deuxième, et je l'ai encore revue pour les besoins du montage. Dans cette émission, je vais vous proposer quelques extraits, résumés d'autres passages, afin de vous donner une vue d'ensemble et surtout l'envie de vous faire vous-même votre propre opinion. Si j'ai choisi François Asselineau aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. D'abord parce que Idriss Aberkane, qui a fait l'objet de ma précédente émission, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, Idriss Aberkane semble apprécier François Asselineau puisqu'il l'a invité à plusieurs reprises sur son média, ce qui fait déjà une bonne transition. Mais ensuite, et ce n'est pas la moindre des raisons, parce que j'écoute avec attention ses analyses depuis près de 10 ans. Je vais être très clair avec vous, François Asselineau est le seul et unique homme politique français qui ait réussi par sa rigueur, sa cohérence et son honnêteté intellectuelle à me réconcilier avec la politique, au sens noble du terme. La politique que j'avais mise à distance après la grande désillusion d'un autre François dans les années 80-90. Vous voyez qui je veux dire. Vous êtes sur la chaîne Utile, je suis Phil Dewan, un Français expatrié au Québec, Canada, ma seconde patrie. Et vu que le Québec, s'il est une nation, n'est pas encore un pays, ce qui ne devrait pas tarder, vu les élections qui approchent, avec un troisième référendum sur l'indépendance à la clé. C'est donc depuis Montréal que j'observe à distance ma vieille France qui vacille, qui doute et qui, il faut le dire sans honte, s'effondre. Mais comprenez bien une chose, loin des yeux, loin du cœur ne s'applique pas à mon cas. J'aime la France, je l'aime profondément et peut-être même, paradoxalement, que justement la distance me permet souvent de la comprendre mieux. Oui, il est utile de comprendre la politique et la géopolitique, pas en s'enfargeant dans les fleurs du tapis des chicanes politiciennes stériles, mais tout simplement parce que, comme le dit un célèbre proverbe africain souvent repris, parmi d'autres, par François Asselineau, « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Je vous invite à l'écouter avec attention. Chaque mot de cet homme hyper compétent et expérimenté est pesé et mesuré à l'aune du pragmatisme et du bon sens. On l'écoute. Il y a une grande question préalable qu'il faut se poser. Pourquoi êtes-vous venu écouter une conférence sur l'histoire ? En quoi c'est intéressant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire n'est pas intéressant uniquement pour passer le temps. L'histoire, c'est une discipline intellectuelle, c'est une science, c'est une science humaine en tout cas, et qui intéresse les gens depuis la nuit des temps, en tout cas depuis l'Antiquité, où il y a les premiers historiens qui sont apparus. Et pourquoi est-ce que les gens se sont intéressés à l'histoire ? D'abord pour savoir ce qui s'était passé dans les temps anciens, mais aussi pour une autre raison. Pourquoi faut-il s'intéresser à l'histoire ? Parce que
vous avez certainement autour de vous des amis qui ont des tics ou des travers. Quelqu'un, par exemple, qui a souvent la tête en l'air, ou quelqu'un qui a déjà divorcé 3 ou 4 fois. Vous connaissez son histoire, et de ce que vous connaissez de lui ou d'elle, vous inférez ce qui va se passer. Parce que quelque chose qui s'est déjà produit chez un individu 2, 3, 4 fois, quelqu'un par exemple qui perd son portefeuille sans arrêt, vous ne serez plus étonné s'il le perd une nouvelle fois, ou quelqu'un qui divorce souvent, ou quelqu'un qui se fait licencier régulièrement. Donc il y a une part d'aléa, bien entendu, mais il y a aussi, et c'est un des points les plus importants qui soit, c'est qu'il y a dans l'histoire un intérêt tout particulier, c'est de comprendre exactement de quoi il va s'agir dans l'avenir. Le philosophe allemand Hegel, dans ses principes de la philosophie du droit, qu'il avait écrit en 1821, a cette parole cet aphorisme qui est resté célèbre. Ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, la chouette de Minerve, c'était Minerve ou Athéna pour les Grecs ou pour les Romains. C'était la déesse, entre autres, la déesse de l'intelligence. Et elle avait comme oiseau fétiche, comme on le voit sur cette statue, une chouette. Et quelle est la particularité de la chouette ? C'est que c'est un oiseau nocturne. Et qui, comme le dit le grand philosophe allemand, prend son vol à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'intelligence ne se développe qu'à la fin, lorsque les choses se sont déroulées. Ce n'est que lorsque les événements s'achèvent que l'on en comprend parfaitement le sens. Ça, c'est très important. L'époque que nous vivons actuellement, les gens qui la vivent croient la comprendre. Nous ne la comprendrons bien que dans 50 ans ou dans 100 ans. Où petit à petit, toute une série de choses cachées, qui est-ce qui tire les ficelles, etc., apparaîtront à ce moment-là au plus grand nombre. Donc l'histoire, elle sert à comprendre le temps présent, mais elle sert surtout à prévoir l'avenir. Puisque ce n'est qu'une fois que les événements se sont passés, qu'on a compris ce qui s'est passé, et parce que, comme je le disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit une fois a des chances de se reproduire. S'il s'est produit 5 fois, il a beaucoup plus de chances de se reproduire. S'il s'est produit sans arrêt, il se reproduira certainement. En revanche, un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire a très peu de chances de se produire un jour. Donc, c'est ça l'intérêt de l'histoire, et c'est ça l'intérêt d'une conférence sur l'histoire de France, à une époque où d'ailleurs tout est fait pour que les jeunes générations n'en aient qu'une connaissance extrêmement parcellaire, voire confuse. Il est important de revoir notre histoire pour essayer de comprendre les événements actuels et d'anticiper ce qui va se passer. Nous commençons par le cadre fondateur de l'histoire de France. Alors vous connaissez cette formule qu'avaient apprise nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue, du moins ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées, les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique, un pays qui vivait donc finalement relativement sereinement entre tribus gauloises, que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne. Nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Iulius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer 7 ans, avec des victoires, des défaites. Mais une guerre de 7 ans, c'est une guerre très longue. Et cette guerre va être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises.
Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. C'est extraordinaire. L'Empire naissant, puisque c'est en fait le fils adoptif de Jules César, c'est Auguste, qui en moins 27 avant Jésus-Christ va définitivement fonder l'Empire romain. Mais Jules César, nous sommes sous la République finissante, il est en train de bâtir un empire. Et Jules César invente cela, la corruption des jeunes élites gauloises pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. Chaque nation, chaque ville avait donc son parti romain et son parti national qui s'observaient l'un l'autre et en venaient souvent aux prises, surtout quand il s'agissait de l'élection des principaux magistrats. Donc c'est Amédée Thierry, dans cette histoire des Gaulois de 1842, très grand historien du XIXe siècle. Comme le disait l'un des chefs gaulois de l'une des tribus, César s'est emparé par une perfidie infâme de tout ce qui conservait encore dans l'âme quelque indépendance et quelque amour de la patrie. C'est Dumnorix, ce chef gaulois de la tribu des Éduins. Cette tribu gauloise qui d'ailleurs va finir par pactiser avec les Romains contre les autres tribus gauloises. En d'autres termes, et je crois que c'est un bon point de départ pour rappeler notre histoire, la conquête de la Gaule par les Romains fut d'abord une guerre contre l'âme du peuple gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef Arverne parvient à rassembler celui que César, dans la guerre des Gaules, puisqu'il a raconté comment ça s'était passé, César a expliqué que ce jeune chef Arverne rassemblait les gens mourant de faim et les misérables. Ce jeune chef va affirmer aux Gaulois que l'heure est arrivée de se délivrer des Romains. À Gergovie, les différentes tribus gauloises, les Sénons, les Parisies, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémoviques, les Andes et toutes les cités armoricaines répondent à son appel et lui remettent le commandement suprême de la guerre. Le Rig, il est le chef de 100 têtes, Singedo, et comme il est en plus de ça le chef suprême, c'est le grand chef des 100 têtes. Ça veut dire en gaulois, en réalité, le commandant suprême, le généralissime, c'est le Vercingetorix. On va le connaître ensuite sous un autre nom qui a été latinisé puis francisé, le Vercingetorix. C'était pas son nom de famille, c'était son titre militaire. Le Vercingetorix, c'est le chef des 100 têtes, le grand chef suprême de l'ensemble des tribus gauloises. À Gergovie, donc, il réussit à unifier les tribus gauloises et, comme vous le savez, à battre les Romains. Malheureusement pour lui, vous le connaissez, la suite de l'histoire, il se fera prendre. Mais auparavant, il aura réussi à rendre sa fierté aux Gaulois et à battre et à mettre en échec pendant un certain temps l'Empire. Comme le rapporte Jules César dans la guerre des Gaules, le Vercingetorix avait dit « Cette guerre, ce n'est pas la mienne seulement, c'est la nôtre à tous. C'est la gloire et la liberté de la Gaule. » Et vous me permettrez de faire un bond en avant, si j'ose dire, de presque exactement 2000 ans, en rappelant
le discours de De Gaulle du 18 juin 40, un jour ses forces écraseront l'ennemi, il faut que la France ce jour-là soit présente à la victoire, alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Ce sont les mêmes thématiques à 2000 ans de distance entre le Vercingetorix et le général de Gaulle. Comme vous le savez, malheureusement, le Vercingetorix va se faire encercler à Alésia, la ville d'Alice-Sainte-Reine, en Bourgogne actuellement, et donc il est obligé de se rendre. Il va se rendre avec beaucoup de panache. Il veut éviter aux Gaulois qui se sont fait encercler d'être massacrés, et donc il va, et ça c'est un tableau un peu pompier du XIXe siècle, mais qui retrace d'une façon un petit peu allégorique et symbolique cette reddition de Vercingétorix devant Jules César pour faire sa soumission. Ce que l'on ne sait moins, c'est la suite des événements. César fit grâce de la vie, en effet, à la garnison d'Alésia, comme il l'avait promis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Vercingétorix était allé se rendre, mais il la réduisit en esclavage. Et tous les prisonniers, ainsi que tous les prisonniers de l'armée des Gaulois extérieurs. Chaque soldat romain reçut un captif gaulois comme butin. Le Vercingétorix fut emmené à Rome, où il fut plongé dans un cachot pendant 6 ans, jusqu'à l'organisation du triomphe de César. Vous savez que on organisait des triomphes pour les généraux romains ayant fait de grandes victoires à l'étranger, où ils passaient sous des arcs de triomphe, justement, à Rome. Et donc, César va le garder dans des geôles pendant 6 ans. On a retrouvé une monnaie extrêmement rarissime, qui, d'après les spécialistes, est très probablement le meilleur portrait que l'on puisse avoir du Vercingétorix. Cet homme qui a 28 ans, mais qui en paraît pratiquement 60, qui est émacié, qui a dû souffrir 1000 souffrances dans les geôles de l'Empire romain en attendant le triomphe de César. Et puis au bout de 6 ans, il a été décapité ou étranglé. On ne sait pas exactement la suite des événements. Là aussi, avançons de 2000 ans. Je me suis permis de mettre en regard la photo de Jean Moulin. En 7 ans, la guerre des Gaules aura fait 800 000 à 1 million de morts et 1 million d'esclaves. C'est important à rappeler parce que on est bercé dans l'illusion que finalement, tout le monde a lu les bandes dessinées d'Astérix et pensait que finalement tout ça est relativement sympathique. Non, ça n'a vraiment rien de sympathique. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés, ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves. Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. C'est donc la première leçon que nous enseigne la chouette d'Athéna sur notre histoire nationale, c'est sur le cadre fondateur de notre pays qui va fixer pour 2000 ans les grands traits de notre mentalité nationale. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de la Gaule ont découvert que leur pays suscitait la convoitise de puissances étrangères. Les Gaulois ont alors réagi en ordre dispersé. Certains, généralement les élites, ont adopté le parti romain, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Les autres, beaucoup plus nombreux, généralement les gens du peuple, ont refusé la sujétion étrangère et ont formé un parti national avant la lettre. Jules César a su jouer le premier de cette faille essentielle inhérente aux tribus gauloises. Il a compris que la flatterie et l'ambition pouvaient lui permettre de diviser les Gaulois et de conquérir la Gaule en usant de collaborateurs, des collaborateurs gaulois qui feraient le sale travail à sa place. Et enfin, le dernier point, au moment où tout semble perdu, les tribus gauloises sont néanmoins capables de miracles, en se rassemblant pour peu de temps derrière un seul chef,
pour récupérer leur liberté et leur indépendance. Alors nous venons d'entendre quelque chose d'essentiel. L'histoire n'est pas un musée, elle est un miroir. François Asselineau nous a rappelé que comprendre le passé, ce n'est pas accumuler des dates, c'est discerner des mécanismes. Il nous a montré comment la conquête de la Gaule ne s'est pas faite uniquement par les armes, mais par la corruption des élites. Comment un empire ne cherche ni des alliés ni des égaux, mais des collaborateurs ou des esclaves. Et surtout, il a posé cette règle simple, implacable. Tout empire périra. Mais alors, si tous les empires périssent, pourquoi cette tentation revient-elle sans cesse dans l'histoire? Pourquoi l'idée d'un empire universel ressurgit-elle génération après génération? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Nous allons passer de la Gaule conquise à la naissance de l'Empire romain proprement dit. Et vous allez découvrir que ce rêve d'unification du monde est peut-être le plus grand fantasme politique de l'histoire humaine. Écoutons la suite. Nous allons passer notre deuxième chapitre, la France face à l'Empire universel. Le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, j'en parlais il y a un instant, qui est également son petit-neveu, triomphe de son concurrent Marc-Antoine. Il prend le pouvoir suprême à Rome et il décide d'abolir, pas tout à fait d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que ça, il maintient en fait les formes de la République, mais il décide de changer sa propre titulature. Il décide de devenir César Augustus. Augustus, c'est ce adjectif qui a donné le nom de Auguste en français, qui veut dire le divin. Et puis, il va également se prévaloir d'un titre qui est le titre de imperator, qui est le généralissime. Il est assez amusant de voir que imperator, c'est en latin ce que Vercingetorix est en gaulois, si l'on peut dire. Il s'agit d'un titre militaire. Octave, devenu Auguste, va fonder donc l'Empire romain. Et pour asseoir, pour faire le marketing, on dirait à notre époque, de cette créature politique, il va adopter toute une série de symboles, au premier rang desquels un symbole que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du monde, qui est le symbole de l'aigle. L'aigle impérial, l'aigle romain, c'est le symbole de l'Empire romain. Ça va devenir, comme on le verra, le symbole de tout empire universel, de tous ces fantasmes qui vont saisir les uns après les autres toute une série de pays d'Europe, y compris la France, on le verra avec Napoléon, et qui vont ensuite, comme on le verra aussi, traverser l'Atlantique. Cette espèce de volonté d'une nation à un moment ou à un autre de vouloir devenir la maîtresse du monde entier et de fonder un empire universel. Alors, ça c'est la carte de l'Empire romain au moment de sa plus grande extension, c'est-à-dire en 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Trajan qui a, comme vous le savez, conquis la Dacie. C'est ce qui fera la plus grande extension de l'Empire romain, ce qu'on appelle actuellement la Roumanie, puisque vous savez que les Roumains sont le seul peuple slave qui parle une langue latine, et Roumanie, ça veut justement dire le pays des Romains. Voilà donc quel est l'Empire romain au moment de sa plus grande extension. Je me permets d'insister sur un élément très important, c'est que l'Empire romain n'a jamais été un empire universel. Il n'a jamais conquis la Chine, le Japon, les Indes, la Russie, ni a fortiori le Nouveau Monde que les populations d'Europe ignoraient à l'époque, dont ils ignoraient l'existence. Donc, cet empire universel ne l'a jamais été. C'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que cet empire, même réduit à ce qu'il fut, n'a jamais unifié l'Europe. Il y a des parties entières de l'Europe qui n'ont pas été romanisées. C'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de l'Écosse, c'est le cas de tous les pays scandinaves, c'est le cas d'une très grande partie de l'Allemagne. Seule l'Allemagne rhénane ou la Bavière ont été romanisées. Et on verra d'ailleurs
que ce sont ces parties romanisées qui seront restées catholiques alors que les autres vont devenir protestantes. Et puis, comme vous le voyez sur cette carte, comme vous le devinez, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, tout ceci n'a pas été romanisé. En revanche, cet empire était centré sur la Méditerranée. Donc l'Empire romain, c'est un empire méditerranéen, qui veut dire au passage donc qu'il a été possible à une certaine époque d'unifier la Gaule, l'Italie avec ce qui est actuellement la Tunisie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Numidie, avec Carthage. Donc, de cette carte, nous pouvons tirer deux grandes règles de l'histoire qui ne seront jamais démenties. Premièrement, il est impossible d'unifier le continent européen, et nous allons voir que cette règle n'a jamais été démentie, jamais l'Europe n'a été unifiée, elle ne l'est d'ailleurs pas à l'époque, au moment où nous parlons, puisqu'il y a encore certains pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, et que par ailleurs l'Union européenne est en train d'aller vers sa désintégration, telles est en tout cas les analyses que je fais. Et donc la deuxième règle, c'est que l'idée même d'un empire universel est un rêve impossible. Ce rêve d'ailleurs va se fracasser, quelques centaines d'années après. En 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain disparaît en Occident, toute la partie de couleur mauve sur cette carte, mais il va subsister pendant presque 1000 ans en Orient, c'est la partie orange. Vous savez que sous le choc des invasions barbares, l'empereur Constantin, qui vivait donc au début du IVe siècle, décide de transférer le siège de l'Empire qui se trouvait à Rome, qui était trop menacé par l'arrivée des Ostrogoths, des Visigoths notamment, de le transférer dans un petit port de pêche qui s'appelait Byzas ou Byzance et dont il va faire la ville de Constantin. Constantinopolis, qui va donc donner la ville de Constantinople. Mais la partie donc occidentale de cet empire va s'effondrer au début du Ve siècle, tomber dans les mains des tribus barbares qui envahissent l'empire, et donc la partie orientale seule va subsister sous le nom de l'empire dit byzantin. Et cet empire byzantin va prétendre que Constantinople est la seconde Rome, la nouvelle Rome, et va reprendre le motif de l'aigle impérial. À cet égard, il est intéressant de regarder une monnaie de l'empereur de Byzance Justinien qui vit au Ve siècle. Il est intéressant de la regarder de près. Cette pièce de monnaie, c'est un solidus en or qui a été frappé à Constantinople, c'est marqué en dessous. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette monnaie des objets que l'on va retrouver tout au long de l'histoire. D'abord, on voit un ange qui tient dans sa main gauche, à droite pour nous, l'orbe impérial, c'est-à-dire un globe surmonté d'une croix. C'est le symbole du pouvoir temporel sur l'ensemble de l'univers. Et dans sa main droite, à gauche pour nous, la croix du Christ. C'est le symbole du pouvoir spirituel sur l'ensemble de l'univers. Et donc l'Empire byzantin, l'empereur, va prétendre disposer d'un double pouvoir à la fois temporel et spirituel sur le monde connu, c'est-à-dire sur l'Europe. En 315, Constantin, donc qui va transférer sa capitale à Constantinople, en réalité aurait présenté, enfin c'est un faux historique, mais enfin la légende veut que l'empereur Constantin ait transféré au pape Sylvestre son pouvoir sur l'Occident, la primauté sur les églises d'Orient et l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir impérial, au pape Sylvestre. Ça, c'est un petit détail de l'histoire, mais qui est d'une très grande importance. C'est ce qu'on appelle la pseudo-donation de Constantin. Pourquoi est-ce que c'est d'une très grande importance ? C'est une invention qui remonte au Moyen-Âge. Ça n'a pas été... Mais parce que ça témoigne d'un phénomène qui est d'une très grande importance dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de la France. C'est qu'au moment où l'Empire romain s'est effondré, les patriciens romains, les familles nobles romaines, voyant tout leur univers s'effondrer, ont essayé de trouver une structure pour survivre et pour garder leurs privilèges. Et la seule structure qu'ils ont pu trouver, c'était en réalité de se fondre dans le
principe de cette religion en plein essor qui était le christianisme. Et donc, à partir du IVe siècle, l'Église chrétienne, qui est auparavant une église d'esclaves, c'est une religion des esclaves. Ils se réunissent dans des catacombes, ils sont pourchassés. Vous connaissez les poursuites faites par l'empereur Néron ou par Dioclétien, donc qui font des martyrs. Donc ce sont des persécutés. Et cette église de persécutés des 3 premiers siècles va d'un seul coup devenir une église de pouvoir qui va atteindre son sommet à la Renaissance italienne, où on verra des papes qui seront des princes de l'Église, qui crouleront sous les richesses, qui ne respecteront plus en rien les principes des évangiles. Donc d'où vient cette mutation très importante, et très importante notamment pour l'histoire de France, on va le voir tout à l'heure? Eh bien, ça vient justement du fait que ce sont les stratégies de carrière, si j'ose dire, les stratégies de survie familiale des patriciens romains qui ont investi l'Église pour essayer de trouver une structure dans laquelle ils pourraient maintenir leur pouvoir. De fait, le pape, qui était auparavant un esclave, le chef des chrétiens, va se fondre dans la titulature de l'empereur. Il va se faire appeler souverain pontife. Le Pontifex Maximus, c'est le fabricant de ponts. C'était un des titres de l'empereur romain. Mais donc il va s'installer, le pape va s'installer dans les palais laissés vides par les empereurs de Rome et va reprendre leur titre. Avec évidemment ce qui se cache derrière, c'est que le pape va prétendre avoir une souveraineté à la fois spirituelle et temporelle sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. Alors nous voici arrivés en 476 après Jésus-Christ, lorsque le chef ostrogoth Odoacre dépose gentiment Romulus Augustule, le dernier empereur romain. C'est un garçon qui a 16 ans. Il n'est pas massacré, il est envoyé terminer sa vie à Capri. Il y a des fins plus terribles. L'histoire est assez curieuse aussi, puisque la ville de Rome a été fondée par Rémus et Romulus, et le dernier empereur romain s'appelle Romulus. Et donc, l'effondrement de l'Empire romain, qui va laisser un véritable traumatisme dans toute l'Europe pendant des siècles et des siècles, qui va être expliqué comme une vengeance divine par les contemporains, est la première illustration de cette formule que l'on doit au philosophe, à l'historien, Jean-Baptiste du Rosel, tout empire périra. C'est la deuxième leçon de la chouette de Minerve. La grande leçon, c'est que tous les empires périssent. Et on va le voir, toute l'histoire est constellée, l'histoire mondiale, d'empires qui prétendaient à l'universalité et qui ont tous disparu. Et c'est une leçon de l'histoire qui mérite réflexion et que les collaborateurs de toutes les époques n'intègrent jamais dans leurs calculs. En 52 avant Jésus-Christ, on l'a vu, les élites gauloises qui s'étaient laissées corrompre par César avaient pris le parti étranger, elles avaient pris le parti romain. Si on veut être cynique, on peut dire qu'elles avaient fait un bon calcul, parce qu'elles avaient 528 ans devant elles avant de voir s'effondrer l'Empire qui avait submergé la Gaule, de moins 52 à plus 476. En revanche, en 1940, ceux qui ont adopté le parti de l'étranger, qui ont collaboré avec l'Allemagne hitlérienne, avec Hitler qui voulait fonder un Reich millénaire qui devait durer 1000 ans, eh bien ceux-là, ils ont eu moins de flair, parce qu'ils n'ont eu que 4 ans devant eux avant de voir s'effondrer le Troisième Reich. Et donc la question que tous devraient se poser de nos jours, dans combien de temps va s'effondrer l'empire qui veut nous asservir? Avançons. En 486, 10 ans seulement après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un franc, c'est plus un Gaulois, c'est un guerrier franc, qui font donc des tribus barbares qui sont arrivées en Gaule, bat à Soissons Syagrius, qui est le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Pourquoi ça? Ça veut dire qu'effectivement, à Rome, l'Empire s'est effondré, mais il restait encore par-ci et par-là des provinces qui étaient tenues par des Romains. Voilà,
ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion de plus, ce n'est pas un slogan, ce n'est même pas un programme politique. C'est un récit de longue durée, une plongée dans les mécanismes profonds de l'histoire. À travers cette conférence sur l'histoire de France, François Asselineau nous rappelle une chose essentielle. Les empires ne tombent jamais par hasard. Ils se répètent. Ils reviennent sous d'autres noms, d'autres symboles, d'autres habits. Mais les mécanismes, eux, restent étonnamment constants. Nous avons vu comment la Gaule a été conquise moins par la force des armes que par la corruption des élites. Comment les peuples se divisent lorsque certains choisissent le parti de l'étranger pendant que d'autres tentent de préserver leur liberté. Nous avons vu aussi que, face aux empires, la France s'est construite historiquement dans la résistance, dans le refus de la soumission à un pouvoir universel qui ne veut ni alliés ni égaux. Tout cela ne nous dit pas quoi penser, mais cela nous invite à penser plus loin, à sortir du commentaire immédiat, à reprendre de la hauteur. Alors, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a intéressé, je ne peux que vous encourager à aller écouter la conférence complète. Elle dure 3h15 et elle est d'une densité rare. Le lien est dans la description sous la vidéo. De mon côté, j'ai volontairement choisi de ne vous en montrer que certains extraits et d'en résumer d'autres pour vous donner une clé de lecture, pas une conclusion toute faite. La suite de ce travail, avec d'autres passages commentés, des développements un peu plus approfondis et une parole encore plus libre, se trouve sur Patreon, où vous pouvez vous abonner gratuitement pendant 7 jours et y rester si vous souhaitez me soutenir pour le prix d'un café par mois. Le lien est dans la description. Et puis, parce qu'en France, tout finit par une chanson, je vais conclure cette émission par une toune, comme on dit au Québec, une toune satirique de mon cru, dans la grande tradition des troubadours, de ceux qui fustigeaient le pouvoir quand ils ne pouvaient pas le renverser. Elle s'intitule « L'Emmanuel ». Elle regarde notre époque avec humour, irrévérence et, disons-le, sans me flatter la plume, un certain sens de la métaphore. Certains y verront une caricature, d'autres une soupape, peut-être même une forme de lucidité joyeuse. Libre à vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, on se retrouve sur Patreon. Et maintenant, je vous dis bye bye et place à la chanson. J'ai vu des rois et des princesses offrir au monde leur lumière. De tous les princes et leurs promesses, un seul restera légendaire. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, crotte de nez sur un vitrail, j'ai reconnu l'élu du ciel, venu mater gueux et canaille. Ne vois-tu pas, toi qui n'es rien, toi qui as traversé la rue, que Jupiter en sacristain te la mettra bien dans ton cul. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Où est-elle donc, la Marianne, figée de poudre à l'Élysée? Sa mère est devenue sa femme, mais il voulait se faire Mbappé. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Loin de Saint-Louis au bois de Vincennes, qui sous son chêne jugeait en droit. Marionnette américaine, Manu roule en 49.3. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, sac à vomi sous influence, j'ai vu l'inverse de la pucelle, bouter les Gaulois hors de France. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. La France vendue à la découpe à l'oncle Sam et Ursula. Démocratos, battre sa coule, pour lui ces mots c'est du chinois. Emmanuel, 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 le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel,
Est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Louis XV avait vendu la France aux Anglais à Thanatos. Au nom du père, il fait alliance avec le vieux crabe de Davos. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, fiente de mouche sur un diamant, j'ai reconnu l'élu du ciel à sa start-up du en même temps. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Ne vois-tu pas comme il gouverne? À sa botte il a les médias. L'hiver viendra pour qu'il hiberne, ruminant sa bérésina. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle.